19h, Yorana, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Dans l'actualité de ce lundi, c'est officiel, le pass sanitaire est le sésame pour voyager dans les îles. À l'aéroport de Faa, aucun passe-droit. En l'absence du code QR, le format papier est accepté. Le gouvernement arrivera-t-il à éviter la grève générale illimitée? Ce qui est sûr, il n'est pas prêt de lâcher du lest sur l'obligation vaccinale. Les discussions sont en cours depuis 16h30 cet après-midi. Yvonique Raffin, le ministre de l'Économie et des Finances, nous en dira plus dans ce journal. Nous serons en direct depuis la présidence avec Chiquita Darouzès. Mais l'une des revendications sur lesquelles les avis ne s'accordent pas concerne le projet de loi de pays sur la gouvernance de la PSG. Hors de question pour les syndicalistes de laisser le ministre de tutelle diriger la caisse. Suliane Favenec nous expliquera cette réforme dans quelques instants. L'État l'assure, les palangriers étrangers ne pêchent pas dans notre zone économique exclusive. Mais une chose est sûre, les atolls sont leur dépotoir. Les dispositifs de concentration de poissons s'échouent sur les plages de sable blanc des Tuamotu, 9000 par an au moins. Et enfin, immersion dans un cours de Rio Tahiti au Conservatoire artistique de Polynésie. C'est la grande nouveauté de ce semestre et elle a du succès. Nombreux sont ceux qui souhaitent aujourd'hui s'approprier leur langue maternelle. C'est fait 3 mois après sa mise en place concrète dans l'Hexagone, la Polynésie a adopté le pass sanitaire. Il est entré officiellement en vigueur ce matin. Concrètement, les passagers qui se rendent dans les îles doivent se soumettre à la règle, même s'ils ne sont pas encore totalement équipés. Natacha Silagi, Hubert Liao. Sortez votre passe ou ne voyagez plus en Polynésie. Le nouveau slogan des compagnies aériennes et maritimes avant chaque embarquement. Oui, c'est la même chose pour tout le monde. Et il y a certaines, comme les Américains, qui ont juste les carnets de vaccination. Et c'est juste ça qu'on contrôle, quoi. Certains voyageurs n'ont pas encore leur certificat de vaccination numérisé avec QR code, mais la version papier est toujours valable. Oui, heureusement, parce que sinon je ne pourrais pas prendre l'avion. On reste relativement tolérant. Une grande partie des passagers ont quand même leur QR code et puis on verra comment la situation évolue dans les prochains jours. La plupart des voyageurs sont déjà équipés depuis 3 mois, date de l'entrée en vigueur du pass protection île. Même règle que pour le pass sanitaire, il faut ou être vacciné ou avoir eu le Covid ou présenter un test négatif. Plus besoin de motifs impérieux pour les 5000 voyageurs hebdomadaires. On n'a pas le choix pour nous. Comme j'habite dans les Marquises, on n'y peut rien contre le Covid, quoi. Nous, Tawana des îles, on a toujours demandé au pays de protéger les îles, donc de louer tous les moyens pour que les gens se fassent vacciner, pour qu'ils soient dépistés. Donc aujourd'hui, je suis content. Les non-vaccinés devront fournir un test négatif avant chaque voyage et à leur charge. Pour les moins prévoyants, l'Institut Malardé propose un test de dernière minute à l'aéroport, mais 2 fois plus cher. Nous avons également accompagné l'implantation de l'ILM sur l'aéroport pour que justement la reprise des vols ainsi que le départ des passagers vers l'international se fasse dans les meilleures conditions possibles. Même schéma si vous voyagez par la mer. Le nombre de passagers vers les îles a déjà diminué de moitié, mais les transporteurs valident le pass. Avant, les îles, c'est nous-mêmes, c'est de nous protéger. Et ensuite, c'est de les protéger en deuxième temps. Ça, c'est sûr. Moi, je pense que c'est un bon système. Et puis, c'est une procédure que tout le monde devrait suivre. Un pass sanitaire pour contenir la propagation du virus dans les îles et pour encourager la vaccination, adopté en Polynésie. Le pass sanitaire n'est pas exigé pour se rendre à Moorea. Et pour prévenir une éventuelle 3e vague dans les mois à venir, Edouard Fritsch souhaite généraliser la 3e dose de vaccin s'il était d'abord question de privilégier les personnes fragiles. Le président du pays a déclaré ce matin qu'elle sera administrée à tous les Polynésiens. On l'écoute. Personne ne s'attendait à une reprise aussi violente de la propagation du virus. Et cette expérience me fait me fait réfléchir à l'avenir. Je viens d'entendre, par exemple, et vous le savez d'ailleurs, qu'en métropole, les taux d'incidence sont en train d'augmenter d'une façon extraordinaire.
de semaine en semaine, on voit évoluer la présence du virus dans la société. Je pense qu'il faut se mettre ça en tête et se dire que si nous ne voulons pas recommencer ce que nous avons connu au mois d'août dernier, nous ne sommes pas suffisamment vaccinés. Il faut se protéger. D'ailleurs, je vais demander à ce que la troisième dose soit systématique aujourd'hui, non pas compte tenu de l'âge des personnes, mais que la troisième dose sera injectée dès lors où on a fait sa deuxième dose il y a plus de 6 mois. Je crois qu'il faut à tout prix que tout le monde se protège à nouveau parce qu'il est à craindre que la propagation du virus à venir sera beaucoup plus forte que celle que nous avons connue au mois d'août. Édouard Fritsch qui a aussi précisé qu'il n'abrogera pas l'obligation vaccinale, pas avant le 23 décembre du mois. L'avis du Conseil d'État est toujours attendu. D'ailleurs, il devrait examiner les recours le 29 novembre. Alors que les syndicalistes n'en veulent pas, justifiant des pressions exercées sur les salariés par leurs employeurs, c'est une des raisons de cette grève générale illimitée qui se profile. Depuis 16h30, les ministres René Temeharo et Yvonique Raffin et le vice-président Jean-Christophe Bouissou prêtent l'oreille et tentent de trouver une issue favorable. Nous rejoignons Chiquita Darouzès sur place. Chiquita, où en sont les négociations à cette heure? Effectivement, Ayata, eh bien, en ce moment, les négociations, il y a une pause là en ce moment. Alors, avec moi, justement, nous avons Yvonique Raffin, ministre de l'économie et des finances, puisque les discussions ont tourné autour de 2 questions cruciales pour les syndicats. Il s'agit d'abord du SMIG, le SMIG qui stagne depuis 2014. Monsieur le ministre, une hausse à 4% dès le 1er décembre, est-ce que c'est possible? Alors, la demande, effectivement, d'abord, bonsoir à toute la Polynésie qui nous regarde. Donc, la demande initiale, effectivement, qui a fait l'objet du point numéro 1 des revendications, était une augmentation, un ajustement du pouvoir d'achat à 4%. Effectivement, nous avons pris un petit peu de temps pour comprendre c'était quoi cette question de pouvoir d'achat. Finalement, on s'est tous mis d'accord qu'il s'agissait du SMIC. Donc, ce que le gouvernement propose, effectivement, c'est sans attendre les 2% fatidiques qui enclenchent en fait les négociations pour le SMIC. Le gouvernement donc propose d'instaurer dès le 1er janvier 2022 2% d'augmentation d'ajustement du SMIC. Ensuite, en fonction de l'évolution du coût de la vie, de la consommation, etc., donc il est proposé de remettre 1% à compter du 1er juillet. Donc nous en sommes là aujourd'hui. Les syndicats veulent 4% dès décembre, alors que le coût de la vie a beaucoup augmenté. Les salariés justement de la fonction publique ont eu 2 augmentations en 2014 et en 2017. Pourquoi est-ce que pour les smicards, ça tarde? Enfin, ça tarde parce qu'en fait, l'impact des 2% n'a pas encore été atteint. Si on regarde sur 12 mois glissants, aujourd'hui, nous ne sommes pas à 2%, nous sommes à moins de 2%. C'est pour ça que nous proposons, sans attendre les 2% au 1er janvier, d'impacter ce SMIC d'un ajustement déjà de 2% en anticipation de phase. Autre point d'achoppement, eh bien, les syndicats ne sont pas opposés à la réforme de la PSG, bien au contraire, il faut faire des économies. Alors question, au lieu de proposer des solutions d'économie pour la CPS, pourquoi vous tenez absolument à modifier le mode de gouvernance? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit bien que la parité qui existe depuis les débuts ne fonctionne plus. C'est pas pour mieux exclure les partenaires sociaux? Oh non, pas du tout, parce qu'en fait, là, on se focalise sur le conseil d'administration que nous proposons à 15 personnes, 5 des employeurs, 5 des salariés et 5 des personnes qualifiées. 5 qui fait un trépied stable. Les syndicats demandent à ce qu'il soit 10 partenaires sociaux et non seulement 5, comme votre projet de loi le prévoit. Pourquoi est-ce que vous refusez? Parce que là, on serait instable. Là, pour le coup, 5, et là, du coup, on aura un déséquilibre par rapport à la gouvernance. Mais en disant ça, quand je dis 5, en fait, c'est parce qu'en fait, l'employé, le pays, là, pour le coup, il ne faut pas qu'il soit cantonné uniquement à son rang d'employeur. C'est aussi le pays qui contribue au travers des taxes, des impôts. Donc, c'est pour ça que nous avons effectivement estimé qu'un trépied de 3 fois 5 était la meilleure solution. En contrepartie, nous proposons un comité stratégique
en fait, la vérité, c'est là où ça se passe. C'est au comité stratégique qui doivent réfléchir aux branches, à l'équilibre. Alors, on leur laisse la totale liberté de s'organiser, justement, sur ce comité stratégique. Et une avancée supplémentaire, c'est que sur la présidence de ce conseil d'administration, donc nous avons effectivement accepté que ce président du conseil d'administration soit élu au scrutin secret par les 15 membres du conseil d'administration. Merci, monsieur le ministre. Est-ce que vous allez justement aller jusqu'à la grève? Est-ce que vous allez céder quand même à un moment? Je trouve quand même que nous avons fait beaucoup d'avancées ensemble. Après vous dire est-ce qu'on va à la grève, nous avons fait des propositions, nous avons fait une proposition de protocole d'accord qui s'est enrichi depuis samedi et qui est en train encore d'être enrichi parce qu'il y a quand même de bonnes idées, il n'y a pas que des mauvaises idées de part et d'autre. Donc nous verrons. De toute façon, je ne bougerai pas sur la composition du conseil d'administration qui est de 15 personnes. Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir accepté d'avoir répondu à nos questions. Voilà, Ayata, ce que l'on pouvait dire. En tout cas, si d'ici demain soir, les partis n'arrivent pas à s'entendre, la grève sera effective mardi soir, minuit. Merci beaucoup, Chiquita Darouzès, pour ce point en direct depuis Papeete. Et si le préavis sera effectif demain soir à minuit, il faudra alors s'attendre à un ralentissement des activités dans 14 secteurs, tels que les hydrocarbures, mais aussi les administrations du pays. Et à J-2, les habitants ne semblent pas y prêter plus d'attention. Les avis sont cependant unanimes. Ce conflit social est inopportun. David Chong, Marcel Bonou. Une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas parler de vent de panique. Dans cette station-service sur l'avenue Prince-Inouye, c'est comme si la menace d'une grève générale n'existait pas. Ah, il y a une grève? Non, on ne sait pas du tout. Vous n'êtes pas au courant du tout? Non, du tout. Et ça vous inquiète maintenant que vous savez ou pas? Oui, un peu. J'étais en réserve complète là. Du coup, je suis venue remplir. Non, pas vraiment, pas pour la grève. Ouais. Pas vraiment pour ça. Pourquoi alors? Je viens parce que j'ai besoin d'essence et tout, c'était juste pour ça. Les salariés ici ont tout de même remarqué le passage de quelques clients prévoyants. Depuis la semaine dernière, ils ont commencé à venir faire le plein d'essence et en gaz. D'habitude, c'est pas le plein? Non. Soit c'est 1000 francs, 2000, jusqu'à 5000. Et là, c'est tout le temps le plein. L'intersyndicale a obtenu à l'issue des négociations avec le gouvernement samedi une augmentation du SMIC de 3%, mais plusieurs points coincent encore, comme celui de l'obligation vaccinale. Non, je pense que ça ne justifie pas d'une grève générale. Mais je crois qu'il doit y avoir d'autres moyens de trouver un compromis pour aider les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Ils ont le droit de ne pas se faire vacciner. Comme à chaque fois, l'impact de cette grève pourrait être bien plus important dans les îles. L'inquiétude, elle est là parce que nous, des îles, on est pénalisés au niveau du fuel, au niveau de la nourriture, surtout qu'on est desservis. Bon, Riyata, c'est tout près. Je pense à ceux des Tuamotu, je pense à ceux qui sont encore un peu plus loin. Et bon, je pense qu'il va falloir faire attention. Mais c'est surtout au commerce que ce mouvement pourrait faire mal. Le moment est très mal choisi selon Guy Loussan, porte-parole de la Fédération générale des commerces, qui représente 160 entreprises et plus de 2000 salariés. Les caisses sont vraiment pratiquement vides, d'autant plus que ça y est, pour la plupart qui ont contracté un PGE en 2020, commencent à payer. Donc la situation en termes de trésorerie n'est pas du tout bonne. Les commerces les plus impactés seront ceux qui étaient considérés comme non essentiels pendant le confinement. Et je vous le disais, la protection sociale généralisée est aussi au cœur des revendications. Le gouvernement propose de réformer sa gouvernance avant la caisse, qui est un gouffre financier et souvent pointé du doigt par la Chambre territoriale des comptes. Juliane. Oui, alors en effet, la PSG telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est gouvernée par 65 administrateurs pour 2 ans. Voilà, alors ce qui se passe, c'est que ces 65 administrateurs, aujourd'hui, ils sont répartis en 3. Au conseil d'administration du régime des salariés, on compte 28 membres. Ensuite, il y a le conseil d'administration du régime des non-salariés, et là, on compte 18 membres. Et puis ensuite vient ce qu'on appelle le comité de gestion, cette fois du régime de solidarité, où on compte 21 membres. Alors, il faut savoir que cette PSG, telle qu'on la connaît
aujourd'hui a en fait été établie par le gouvernement Floss en 1994, mais elle a néanmoins ces dernières années posé quelques problèmes. Elle a en tout cas été pointée du doigt, vous l'avez dit, par la Chambre territoriale des comptes qui a donc fait quelques rapports, dont 2 en 2011 et 2019, et qui tire la sonnette d'alarme sur il faut réformer la PSG si on veut préserver nos principaux acquis. Et alors, quelles sont les propositions du gouvernement aujourd'hui ? Alors, le gouvernement propose aujourd'hui qu'au lieu qu'il y ait 3 conseils d'administration, il n'y en ait plus qu'un. Celui-ci va donc, en fait, gérer le régime des salariés, le régime des non-salariés, mais également le régime de solidarité. Combien de personnes va être dans ce conseil d'administration ? 15 membres qui vont être nommés pour 5 ans. Parmi ces 15 membres, on aura 5 membres représentants des salariés, ensuite 5 membres représentants du patronat, et puis 5 membres mandatés par le gouvernement. Et donc tous ces membres seront présidés par un président du CA qui est le ministre en charge de la PSG. Et justement, le ministre l'a précisé, c'est d'ailleurs un point sur lequel les syndicalistes et le gouvernement étaient d'accord. Le gouvernement accepte que le président du conseil d'administration soit élu à bulletin secret. Cette réforme a été présentée mi-novembre au CESEC. Qu'en pense-t-il, Juliane ? Alors, le CESEC a en effet été consulté et a donné son avis en séance plénière le 10 novembre. Il est largement défavorable. Alors, il pointe plusieurs problèmes. On ne va pas tous les énumérer, on va un petit peu souligner quelques-uns. Alors l'un des problèmes, c'est OK, il y aura moins d'administrateurs, donc potentiellement les décisions seront peut-être plus rapides à prendre. Mais il peut y avoir des secteurs qui ne seront plus représentés et donc le CESEC s'inquiète notamment du régime des non-salariés qui concerne typiquement les pêcheurs, les agriculteurs, les perliculteurs ou encore les professions libérales. Deuxième point problématique, c'est justement le président du conseil d'administration, puisqu'il sera nommé a priori par le politique, c'est en tout cas ce qui avait été dit, et donc le CESEC dit il y a un problème de démocratie. Troisième point qui revient en fait sur celui-ci, c'est puisque le président du CA sera le ministre en charge de la PSG, donc aujourd'hui typiquement ça sera le ministre des Finances et de l'Économie, donc Yvonique Raffin, et donc on a un problème de juge des partis. Or le CESEC estime que le financement de la CPS repose principalement sur les cotisations patronales et salariales, donc il appartient aux employeurs et aux organisations syndicales de gérer tour à tour la caisse. Merci beaucoup Juliane Favennec pour toutes ces explications. Le texte pourrait être présenté à l'Assemblée au mois de décembre, à l'heure où l'exécutif doit être remanié. Selon nos informations, le gouvernement numéro 6 d'Edouard Fritsch pourrait être présenté le 29 novembre ou le 20 janvier 2022. Il est notamment évoqué le remplacement d'Isabelle Sachet, ministre de la Famille, des Affaires sociales et de la Condition féminine. 2 nouveaux ministres donc pourraient rejoindre le futur gouvernement. Et en Guadeloupe, la mobilisation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale contre le Covid-19 pour les soignants a dégénéré en violence le week-end dernier après l'appel à la résistance lancé par un collectif de syndicats et d'organisations citoyennes. Le mouvement de contestation a dégénéré en crise sociale émaillée de nombreuses violences dans la nuit de jeudi à vendredi. Quand ont débuté des pillages et des incendies, les écoles et services préfectoraux ont dû rester fermés ce lundi. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé la création d'une instance de dialogue afin de convaincre et d'accompagner individuellement les professionnels concernés par l'obligation vaccinale. Les dispositifs de concentration de poissons, plus connus sous leur acronyme DCP, sont de véritables polluants qui pullulent sur les plages des Tuamotu. Entre 9 et 13 000 dispositifs dérivent ainsi chaque année à l'intérieur de la ZEE polynésienne et terminent leur voyage sur les atolls. Il revient aujourd'hui aux agents de la DEPAM de les récupérer sur site. Exemple, à Ho, le commentaire est signé Chiquita Darouzès sur des images de notre correspondant Mathieu Allot. Ils n'ont ni leur place en mer, ni sur les rivages. L'utilisation des dispositifs de concentration de poissons est hors de contrôle. Plus de 10 000 DCP arrivent chaque année dans les eaux polynésiennes. Illustration encore, ce radeau en bois équipé de balises que les bénévoles de Hao se chargeront de mettre en pièces. On est allé chercher chez les habitants, mais aussi sur les motus, échoués sur le récif ou sur les plages. Objectif des agents des ressources marines, établir une base de données et d'informations destinée à défendre la Polynésie française et ses ressources au sein des commissions tonnières du Pacifique.
On a procédé au démantelage de toutes ces radiobalises, au tri des différentes parties dans les différentes filières de traitement qui vont y être destinées. Et les habitants sont venus nous aider, donc c'est bien. La commune, elle, de son côté, mise sur la sensibilisation à la collecte de ces déchets dérivants. Une vraie source de pollution pour les fonds marins, les plages et les récifs de l'atoll. Je vais continuer ce dispositif en demandant aux copropriétaires et tous ceux qui habitent dans le secteur d'être à l'œil sur ça, sur les DCP, si toutefois ils les envoient, qu'ils marquent les numéros, ou sinon s'ils n'ont pas besoin, qu'ils le déposent à la mairie. Au total, 106 DCP ont été récoltés et démantelés durant cette campagne, des déchets qui seront rapatriés à Tahiti et acheminés vers leurs filières respectives. Ils sont professeurs en devenir ou étudiants et tous ont pour objectif cette année d'apprendre le Reo Tahiti, notre langue natale. Et pour acquérir ce savoir, ils se sont tournés vers le Conservatoire artistique de Polynésie. Et qui de mieux que le passeur de la langue tahitienne pour leur enseigner, John Meirei, le reportage de James O et Hiro Terorotua. Le hua-hua, ça peut être des hua-hua dans la main, mais le hua-hua, c'est clairement ailleurs. Apprendre à parler le tahitien, c'est désormais possible au Conservatoire artistique de Tiperui. Les cours sont dispensés par John Meirei et s'adressent à tout public. Je me suis inscrite à ce cours parce que je suis une formation à l'ESP dans le but de devenir professeur des écoles. Et le Reo Tahiti, il est important et je n'ai pas encore les bases pour pouvoir prétendre à être professeur des écoles parce que j'ai beaucoup de lacunes en Reo Tahiti. J'ai suivi un cursus pour être enseignant. Et on doit passer un concours. Dans ce concours, il y a une épreuve en tahitien. Et j'ai beaucoup de lacunes en tahitien. J'ai déjà passé le concours et c'est à cette épreuve-là que j'ai échoué. Donc du coup, j'ai voulu travailler là-dessus et l'occasion est venue pour venir au cours avec John Meirei. Un besoin professionnel donc, mais pour d'autres, il s'agit également d'une quête identitaire. C'est pour pouvoir m'exprimer en tahitien, pouvoir parler aussi à mon entourage qui s'exprime en tahitien aussi. Et je travaille aussi également dans le tatouage, donc c'est pour comprendre la profondeur des symboles. Un besoin professionnel aussi, parce que je suis enseignante, justement, et moi j'aimerais être à l'aise dans ma langue, mais aussi un besoin personnel, parce que c'est ma langue maternelle et j'ai envie de la parler. C'est pas Areo, c'est Areo. Objectif pour John Meirei, permettre à ses élèves de tenir une conversation en Reo Tahiti à la fin de la formation. Ce n'est pas un cours de linguistique, c'est un cours de parler tahitien. D'abord, c'est parler, entendre, parler, entendre. On verra après, pour les exercices de grammaire, les traductions des phrases sublimissimes, etc. Ça, on attendra beaucoup plus tard. Selon les derniers chiffres de l'ISPF, seulement 23% de la population polynésienne âgée de 15 ans et plus déclare parler le tahitien en famille. Et justement, la langue est-elle en perdition? Les écoles bilingues français-tahitien pourront-elles permettre de maintenir la transmission? À l'heure où France Télévisions met à l'honneur les langues régionales sur ses antennes, ces questions se posent. On en parle avec votre invité café de la matinale radio demain matin. Le linguiste Jacques Vernaudan répondra aux questions d'Ibrahim Ahmedazi. Pour clore cette édition, Miss Tahiti, victime d'un malaise à La Réunion. Toumatiata Buisson a perdu connaissance, particulièrement fatiguée par le décalage horaire selon le magazine Télé 7 jours. Notre ambassadrice s'est cependant très vite rétablie. Entre shooting photo, répétition et sortie, il faut dire que le stage de préparation n'est pas de tout repos pour les 29 jeunes femmes. C'est la fin de ce journal. L'information du jour concerne le pass sanitaire qui est désormais imposé à tous les voyageurs en partance pour les îles, à l'instar de Moorea. En bateau ou en avion, il vous sera nécessaire pour embarquer. En l'absence d'un QR code, il vous faut justifier de votre état sanitaire par votre carnet de vaccination, votre preuve de guérison du Covid il y a moins de 6 mois ou encore un test négatif. 2 épisodes de la série télévisée britannique The Capture vous sont proposés ce soir. Sur la première, ils seront suivis d'un téléfilm de romance, Un automne à Mountain View. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien et à demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.